Richard Branson. On connaît tout ce visage, ce style un peu rebelle, et bien sûr, la marque Virgin qui est absolument partout. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se cache derrière l'empire de Sir Richard Branson. Quel est le moteur? Et vous allez voir, ce moteur, c'est une idée toute simple, mais incroyablement puissante. Eh bien, là voilà la clé. Franchement, cette citation, c'est le fil rouge qui explique absolument toute sa carrière, des disques vinyles jusqu'aux fusées. Pensez-y une seconde, la frustration entrepreneuriale. Chaque entreprise, chaque pari un peu fou, c'est une réponse directe à quelque chose qui l'agaçait dans le monde qui l'entourait. Alors voilà le programme pour décortiquer ce parcours vraiment hors norme. On va voir comment cette fameuse frustration a façonné l'homme, bien sûr, mais aussi l'empire et oui, les controverses qui l'accompagnent aujourd'hui. Allez, on attaque la première partie. Et tout commence par l'histoire d'un véritable outsider. Parce que Richard Branson, il n'a jamais, mais alors jamais, suivi le chemin qu'on attendait de lui. Franchement, on pouvait difficilement viser plus juste. Et cette phrase, elle est devenue mythique, mais attention, ce n'est pas juste une anecdote sympa. Non, elle résume tout. Ses difficultés avec la dyslexie, ses résultats scolaires catastrophiques et un esprit qui ne rentrait dans absolument aucune case. Clairement, l'école traditionnelle, ce n'était pas pour lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû inventer sa propre voie. Et c'est ça le point de départ. Le truc à bien comprendre. Ses premières boîtes, ce n'étaient pas juste des business plans sur un papier. Non, c'était des solutions concrètes à ses propres frustrations. Les magazines pour jeunes, ennuyeux à mourir. Hop, il a créé le sien. Les disques, beaucoup trop chers en magasin. Pas de problème, il a lancé une vente par correspondance pour court-circuiter tout le système. Bon, maintenant, on passe à la vitesse supérieure. On va parler de la croissance, mais alors la croissance explosive de la marque Virgin. Et la stratégie, vous allez voir, elle ne change pas d'un iota. Trouver une industrie un peu endormie, un peu pépère, et la secouer très très fort. Regardez cette frise, elle illustre ce schéma à la perfection. À chaque fois, c'est la même histoire, une frustration personnelle qui se transforme en opportunité de business. Son vol pour Porto Rico est annulé? Qu'à cela ne tienne, il affrète un avion et bim, il crée Virgin Atlantic. L'industrie de la musique un peu trop lisse à son goût? Il va signer les Sex Pistols, rien que ça. En fait, chaque nouvelle entreprise est un véritable acte de rébellion. Alors là, 500 millions de livres, c'est un chiffre énorme, bien sûr. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas tant le montant, c'est le sacrifice que ça représente. Imaginez la scène. En 1992, pour sauver sa compagnie aérienne qui était en train de couler, Branson doit vendre Virgin Records. Il a lui-même raconté avoir pleuré après avoir signé le contrat. C'était la vente de son bébé, la toute première pierre de son empire. Un choix cornélien. Ok, troisième point. Et c'est un point crucial. On ne peut absolument pas comprendre le personnage de Branson sans parler de son appétit pour le risque. Et c'est un appétit qui efface complètement la frontière entre ses paris en affaires et ses tentatives de record du monde. Des tentatives souvent quasi suicidaires, il faut le dire. Et cette citation de Branson, elle dit tout. C'est vraiment la clé pour comprendre sa psychologie. C'est exactement cet état d'esprit qui l'a poussé à tenter des trucs complètement fous, comme traverser les océans en ballon ou en bateau. Pour lui, le processus, le défi en lui-même, est tout aussi important, si ce n'est plus, que la réussite finale. Et ça, c'est fondamental. Ça illustre parfaitement sa vision de la vie et du business. Pour lui, l'échec, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est juste une information, une leçon à retenir. Une aventure qui tourne mal, comme sa première traversée de l'Atlantique, c'est une expérience. Une entreprise qui foire complètement, comme Virgin Cola, pareil. Chaque échec, c'est de la donnée pour le prochain défi. Allez, on change complètement de dimension maintenant. On part dans l'espace pour parler de son projet le plus fou, le plus ambitieux, Virgin Galactic. Et avec ça, il se retrouve propulsé en plein cœur de la nouvelle course à l'espace, aux côtés d'autres noms qu'on connaît bien. Alors, avant d'aller plus loin, il faut juste qu'on soit bien clair sur de quoi on parle. C'est quoi le vol suborbital? En gros, Virgin Galactic ne fait pas concurrence à SpaceX pour mettre des satellites en orbite. Pas du tout. Leur business, c'est le tourisme spatial suborbital, c'est-à-dire une expérience de quelques minutes en apesanteur, un billet de luxe pour voir la courbure de la Terre. Et ce créneau très très précis, ça explique beaucoup de choses sur ses relations avec ses fameux rivaux. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. La dynamique est en fait assez simple à comprendre. D'un côté, on a Musk et Branson. Ils sont plutôt copains, pourquoi? Parce qu'ils ne jouent pas dans la même cour. Branson vend une expérience de luxe de quelques minutes, Musk veut coloniser Mars. Ils ne se marchent pas sur les pieds. Par contre, entre Musk et Bezos, là, c'est une autre histoire. Ils sont en concurrence directe pour les gros contrats gouvernementaux, pour les brevets, ce qui donne lieu à une hostilité quasi permanente et à des batailles juridiques sans fin.
Et franchement, rien n'illustre mieux cette différence que cette petite pique devenue célèbre d'Elon Musk qui se moque ouvertement de Bezos en disant en gros qu'il n'arrive pas à la mettre en orbite. D'un côté, il soutient Branson, il achète même un billet sur Virgin Galactic. De l'autre, ses commentaires sur Bezos sont systématiquement assassins. C'est le résumé parfait des dynamiques en jeu. Bon, on arrive à la dernière partie de notre analyse et c'est peut-être la plus compliquée, celle de l'héritage. Parce que là, le tableau est, disons, contrasté. On a un côté très lumineux avec ses actions philanthropiques et puis des zones d'ombre, beaucoup plus sombres, avec pas mal de controverses. Commençons par le côté pile, le côté lumière. Il y a l'humaniste, indéniablement. Il a cofondé The Elders avec des pointures comme Nelson Mandela et Peter Gabriel, une sorte de conseil des sages pour la paix mondiale. Il a aussi promis 3 milliards de dollars pour le climat. Et il finance des jeunes entrepreneurs via Verdin Startup. Ça, c'est le versant public, le côté positif de son influence. Mais, il y a un mais. C'est là que la belle image commence un peu à se fissurer. Parce que derrière le philanthrope, il y a aussi un homme d'affaires redoutable et ses méthodes, elles, sont loin de faire l'unanimité. Et les critiques sont lourdes, il faut le dire. D'abord, son statut d'exilé fiscal. Il vit dans les îles Vierges britanniques et ne s'en cache pas. Ensuite, sa gestion de la crise du Covid a fait scandale. Il demandait des aides d'État pour sa compagnie aérienne tout en résidant dans un paradis fiscal. Et puis, il y a cette fameuse promesse de 3 milliards pour le climat qui, selon plusieurs enquêtes, serait très très loin d'avoir été tenue. Forcément, tout ça, ça vient un peu ternir le portrait. Au final, son héritage, c'est exactement ça. C'est un mélange un peu détonnant. Un cocktail de disruption, de philanthropie, oui, mais aussi de polémique, qui pose une question bien plus large, celle de la responsabilité des ultra-riches et de leur influence sur le monde. Branson a bâti tout son empire sur une promesse, résoudre les frustrations des gens. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est a-t-il vraiment réussi ? Ou est-ce que, en chemin, l'éternel rebelle est tout simplement devenu une nouvelle version du système qu'il prétendait combattre ?